Thomas Gunzig, je crois que tu dois être un des rares, il y en a quelques-uns, écrivains qui vivent de sa plume. Ouais. On en a vu un tout récemment, je ne sais pas si tu le sais, c'était Xavier Deutsch, qui nous a beaucoup parlé de toi. Et c'était il y a 2 ou 3 mois, et j'avais été impressionné parce que tu avais fait toute une série de papiers dans Le Soir, des grandes pages comme ça, qui parlaient parfois un peu de tout. Et je me suis dit, bon, il y a quand même des écrivains qui s'en sortent, mais ce sont souvent des gens qui font un peu de tout. C'est-à-dire que vivre de sa plume, c'est... Moi, j'ai pas l'impression de vivre de ma plume, à vrai dire. Enfin, dans un certain sens, oui, mais j'aurais l'impression de vivre de ma plume si je pouvais vivre en faisant un roman tous les 3 ans et en vivant confortablement, comme maintenant. Le fait est que c'est pas possible de vivre uniquement sur les droits d'auteur d'un roman. Sauf si j'en vendais beaucoup plus, ça serait possible, mais j'en vends pas assez. Donc c'est vrai que ma plume, elle sert à beaucoup de choses. Je fais à la fois des scénarios, des spectacles, des billets radiophoniques, des billets dans les journaux, du théâtre. Et puis je donne des cours d'écriture aussi. Comme Xavier d'ailleurs. Comme Xavier, oui, voilà. Le rêve pour moi, ça serait de pouvoir faire un roman tous les 3 ans, me concentrer dessus, rentrer dedans. C'est pas possible, ça. C'est possible, mais il faudrait que je vende 100 000 bouquins. En Belgique, ça n'arrive pratiquement jamais. Hein. Non, disons, moi déjà, le gros des bouquins que je vends, ça reste quand même en France, mais même en France, ils sont une poignée à savoir faire ça. Il y a peut-être une dizaine par an sur les 700 livres qui sortent qui arrivent à faire ça. Alors, il y a deux, trois petites choses qui m'ont amusé. Bon, tu es de Bruxelles, tu es né à Bruxelles. Ton père était cosmologue, je crois. Il préfère quand on dit astrophysicien. Astrophysicien. Ouais. Et j'ai lu, je trouvais ça amusant aussi, que, je ne sais plus dans quoi, sur Internet en tout cas, que tu avais eu des études très difficiles. Oui. Et tu étais dyslexique en fait. Mais oui, je crois que j'ai une légère dyslexie, et encore, ça doit plus relever de la dysorthographie. Parce que j'ai jamais eu les difficultés que les dyslexiques ont d'habitude, c'est-à-dire des difficultés de lecture, des choses comme ça, ou d'apprentissage. Par contre, j'ai toujours eu un très mauvais orthographe, et donc assez rapidement on m'a mis dans l'enseignement spécial dès ma première primaire. J'ai fait mes 6 ans de primaire en enseignement spécial, ce qui fait que j'ai eu de très très mauvais acquis que j'ai jamais rattrapé en secondaire, donc j'étais vraiment très très mauvais élève en secondaire, dernier de classe, examen de passage. Donc toujours une mauvaise orthographe. Toujours mauvaise orthographe et de mauvais acquis en maths, en langue, j'avais pas fait néerlandais, enfin voilà, je venais vraiment de l'enseignement spécial, donc j'ai jamais rattrapé ce retard-là, et donc j'ai fait des études secondaires lamentables, et puis le déclic s'est fait à l'université. Sciences politiques, je crois. Sciences politiques, oui, c'est ça. Je me suis rendu compte en fait qu'il fallait que je travaille. Bosser, oui. Et moi j'ai l'impression que j'ai jamais travaillé, à vrai dire, en secondaire. Ton premier recueil de nouvelles, qui est sorti en 93, chez Grancher à Paris, c'est ça? C'est ça. Ça s'est produit comment? C'est toujours un événement pour un... Ah oui, c'est un événement majeur. Et pourquoi Grancher à Paris et pas Dupont à... Je sais pas. Alors c'est très simple et c'est très bête. C'est-à-dire que donc j'étais encore étudiant, j'étais en Sciences Po, je pense en deuxième candi, un truc comme ça. Et puis j'avais vu qu'il y avait un réseau de libraires qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait, je ne sais plus comment, c'était des librairies de seconde main. Qui organisait un concours littéraire destiné aux étudiants, et le prix de ce concours était d'être publié chez un vrai éditeur. Et t'as gagné. Et alors j'ai envoyé un espèce de manuscrit, voilà, et j'ai gagné ce truc, et donc j'étais publié chez ce monsieur. Un titre curieux, hein, situation instable penchant vers le mois d'août. C'est ça. Et tu as toujours des titres très longs. Hein. Oui, c'est vrai que mais je crois que c'est une coquetterie, mais je vais arrêter ça maintenant. Bon, et alors, ben là, on tombe dans le milieu, si on peut dire entre guillemets. Tu travailles pendant 10 ans chez Tropisme, donc chez un libraire en quelque sorte. Tout à fait. Et tu es propriétaire de la boîte ou tu étais un employé? Non. C'est une boîte magnifique qui se trouve dans les galeries de la Reine. Non, si j'étais propriétaire de la boîte, je serais un homme riche et... Enfin, riche, j'en sais rien, mais... Non, disons que moi j'étais toujours étudiant, j'avais publié mon premier livre, et de fil en aiguille, j'ai rencontré les libraires de Tropisme qui m'ont dit qu'ils cherchaient simplement un étudiant pour le week-end, donc je suis rentré comme ça, en faisant la caisse tous les samedis chez Tropisme, et puis de fil en aiguille, j'ai fini Sciences Po, et ils m'ont demandé si je voulais... Et c'est intéressant pour un écrivain, un futur écrivain, de travailler au fond à des tâches qui sont pas des tâches d'écriture. Hein. Ah, c'est pas des tâches d'écriture, mais c'est des tâches qui font partie... Je crois que tous les écrivains du monde devraient faire un stage en librairie pour se rendre compte de ce que c'est
d'être d'abord au contact des clients, que c'est vraiment le bout de la vie du circuit du livre, c'est-à-dire quand il arrive chez le libraire, qu'on le met en place, qu'on cherche une place, qu'on va faire ses caisses de retour, etc. Avoir vraiment ses mains dans le cambouis, moi ça m'a d'abord rendu extrêmement modeste, parce que j'ai vu que, ce qui n'était peut-être pas le cas avant, mais en tout cas je me suis rendu compte que n'importe qui publiait des livres, il y a plein de livres dans tous les sens, des bons, des mauvais, des moins bons. Il n'y a aucun orgueil à avoir par rapport au fait de publier des bouquins. Et alors, 2006, tu commences à faire d'autres choses. Je vois, tu m'arrêtes si je me trompe, le jeu du dictionnaire, ça a dû être important quand même pour toi, pour te faire connaître. Avec Jacques Mercier alors. Avec Jacques Mercier, c'était... c'est la radio, hein, pour les Français, c'est... C'est arrivé à point nommé. Pourquoi? Parce que moi j'avais, après 10 ans de librairie, j'avais envie d'arrêter et j'avais envie de vivre de ma plume. Oui. J'avais reçu l'opportunité d'écrire un spectacle pour le théâtre de poche qui m'avait proposé une résidence de 3 mois, ou de 6 mois même, je pense, de 6 mois. Donc il me payait un salaire pendant 6 mois pour écrire un spectacle, ce que j'ai fait. Donc j'ai pris un congé sans solde de tropisme. Et après 6 mois, j'avais pas du tout envie de retourner travailler comme libraire. J'avais goûté la liberté de ne plus être employé quelque part. Et là, j'ai commencé à avoir très peur parce que j'avais aucune source de revenus. Voilà, il fallait bien que je gagne ma croûte. Et c'est à ce moment-là que, tout à fait par hasard... Tu connaissais déjà Jacques Mercier? Non, je ne connaissais pas Jacques Mercier, je connaissais le jeu du dictionnaire et j'aimais bien, mais jamais j'aurais imaginé aller faire partie de l'équipe. Mais il se fait que j'avais eu une interview avec Jean-Pierre Autier quelques semaines avant. Jean-Pierre Autier avait trouvé que l'interview s'était bien passée, il avait glissé mon nom à l'oreille de Jacques Mercier, qui m'avait pris à l'essai, comme il prenait souvent des gens à l'essai. Et je m'étais retrouvé, voilà, à cette première émission du Gélidico qui s'était bien passée. Et donc je m'étais retrouvé à faire partie de l'équipe. C'est quand même un point important, hein, parce qu'il n'y a rien à faire pour vendre, il faut être connu, pour se faire connaître. La radio, la télé, c'est quand même... Oui, tout à fait. Et puis alors, le genre d'événement, ça me fait penser à Simenon, je ne sais pas pourquoi. Voilà que Gunzig se dispute avec Luc Pire, que tout le monde connaît. Et à la foire du livre, c'était organisé, c'était prévu. Non. En fait, tu lui demandes de combattre avec toi, comme quand tu étais karatéka, toi, voilà. Et lui aussi. Lui faisait du taekwondo. Du taekwondo. Voilà. Non, en fait... Et tu leur voulais pourquoi? Alors... T'avais piqué ta femme? Non, pas du tout. Ce qui s'était passé, c'était que... tout le monde le connaît. Hein, tout le monde le connaît. Donc, il y avait un recueil de nouvelles à moi qui était publié, je pense que c'était Le Grand Miroir. Le Grand Miroir avait fait faillite. C'est l'éditeur, Le Grand Miroir. Le Grand Miroir avait fait faillite et la loi autorise les auteurs à récupérer leurs droits d'auteur à condition d'envoyer un recommandé dans les 3 mois qui succèdent à la faillite. Ouais, je ne suis pas sûr du temps, mais en gros c'est ça. Bref, j'ai envoyé un recommandé, mais un poil trop tard. Donc Luc Pire, qui récupérait le fonds littéraire du Grand Miroir, n'a plus voulu que je récupère les droits. Bon, c'était son droit. Donc je lui ai d'abord demandé gentiment, parce que je voulais republier ces nouvelles chez mon éditeur habituel en France. Donc j'ai demandé, il n'était pas d'accord. Je lui ai proposé de les racheter avec mon argent, pas d'accord. 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. Donc je commençais un peu à investir, pas d'accord. Donc j'étais un peu déprimé parce que j'avais vraiment envie de publier ces nouvelles chez mon éditeur français. Voilà, et puis un soir, je me suis dit, bon, j'avais vu un article sur lui où il disait qu'il faisait du taekwondo, donc je me suis dit, bon, je lui propose ça, je lui propose, ok, faisons ça. Sur le tatami. Sur le tatami. Et puis il m'a répondu quelques jours après, ok, d'accord, mais on fera ça au salon du livre sur mon stand. Oui, devant la foule, quoi. Devant la foule. Moi, j'avais pas forcément envie de faire ça devant tout le monde. Il y avait du monde pour regarder? Oui, il y avait une foule monstrueuse et ça avait fait un mini scandale parce que les organisateurs du salon n'étaient pas d'accord. Fadila Lanan avait trouvé ça scandaleux, elle avait téléphoné à la société des auteurs pour qu'on interdise le machin, des vigiles étaient arrivés, elle avait essayé de nous interdire le truc. Mais finalement, c'est rigolo parce que voilà, moi je garde un bon souvenir. Oui. Voilà, et mais c'est toi qui as gagné. C'est moi qui. C'était pas une belle victoire. Il est sur abandon, il a abandonné. J'aurais préféré un chaos. Il est plus âgé que toi. Il est plus âgé que moi, ouais. Mais il avait un bon niveau. Alors j'ai vu, c'est peut-être ma dernière question, que tu as été pas mal énervé, je crois que c'était l'année dernière, ou encore cette année, par les téléchargements, je dirais, illégaux. Non, j'ai pas été énervé. J'ai pas été énervé. Ce qui s'est passé, c'est que mon bouquin est sorti en septembre. C'était lequel encore? C'était Manuel de survie à l'usage des incapables. Oui, voilà. Il est sorti fin août. Ouais. À la mi-septembre,
J'ai vu qu'il y avait un lien pirate qui était... Oui, mais tu l'avais sorti également en version numérique. Oui, tout à fait. À un prix dérisoire. Parce que oui, 4,90. Oui. Et voilà, quelqu'un l'a mis en version pirate, donc gratuite. Donc d'abord, dans un premier temps, ça m'a pas énervé, mais inquiété, parce que je me suis dit, zut, voilà, j'ai bossé 3 ans sur ce bouquin, et j'ai vu qu'il y avait déjà 2000 téléchargements. Pour moi, c'était comme 2000 ventes en moins. Mais en réfléchissant en 2 secondes, je me suis dit, non, c'est pas du tout vrai. La plupart des gens qui ont été téléchargés ne l'auraient pas acheté, ne me connaissaient pas. Donc vont peut-être le lire, vont peut-être l'aimer, et vont peut-être aller voir ce qu'il y a d'autre. Et voilà, donc finalement, c'était pas plus mal.